dans ce qu'on entend dans votre propos, c'est qu'il faut aussi, entre guillemets, être en capacité de dissuader, c'est-à-dire la Russie. Or, effectivement, on le sait, l'Europe n'est pas assez autonome et souveraine en matière d'armes. Alors, est-ce que l'Ukraine pourrait produire ses propres missiles? Regardez, par exemple, ce qu'affirme le Wall Street Journal. L'Ukraine travaille activement à la mise au point de ses propres missiles balistiques qui lui permettront de frapper en profondeur le territoire ennemi. Et le pays garde secret la plupart des détails de son programme, et des responsables ukrainiens indiquent qu'il pourrait être prochainement opérationnel. Alors vous allez voir que le ministre de la Défense ukrainienne a pris la parole. Il ne dit pas très clairement, lui aussi reste assez ambigu, qu'il est en train de fabriquer des missiles balistiques, mais on comprend qu'il a envie d'aller plus loin dans l'armement. C'est déjà la deuxième fois qu'ils intensifient l'escalade au cours de cette année. La première fois, ils ont envoyé des soldats nord-coréens. Maintenant, ils utilisent les missiles. À ce stade, nous nous efforçons donc d'accroître nos capacités de défense aérienne et de riposte. Gallagher Fenwick, est-ce qu'on peut penser que l'Ukraine serait en mesure de fabriquer ses propres missiles, ou est-ce que c'est trop ambitieux finalement pour ce pays? Alors là, en l'occurrence, il s'agit de missiles balistiques. C'est une technologie extrêmement complexe sur laquelle je ne vais pas revenir. Il faut comprendre que c'est défini par la trajectoire, notamment balistique, sous forme d'ellipse. Donc ça nécessite des moyens d'abord financiers qui sont absolument colossaux. Donc avec les fonds alloués pour le développement, par exemple, d'une dizaine de missiles, vous pourriez faire des dizaines de milliers de munitions d'un autre calibre. Donc je ne suis pas certain que ce soit la priorité première des Ukrainiens à l'heure actuelle. En revanche, il est vrai que ce genre de munitions présente deux avantages qualitatifs non négligeables. La charge explosive emportée, qui est considérable, et également la distance que ces munitions peuvent parcourir, puisque la particularité de l'Oreshnik, c'est qu'il est à portée intermédiaire, donc entre 500 et quelques milliers de kilomètres, et on sait que la Russie, c'est un pays, c'est le plus grand du monde, qui fait 17 millions de kilomètres carrés, donc les Ukrainiens auraient une couverture plus grande. Très honnêtement, je ne crois pas une seconde que ces efforts soient réellement prioritaires. Pour une autre raison, c'est aussi que ces sites sur lesquels seraient développés ces programmes seraient des cibles aisément identifiables et donc privilégiées par la Russie. Donc pour toutes ces raisons, je reste assez sceptique. Et le prix des missiles aussi, vous ne l'évoquez pas, mais effectivement, ça coûte très cher. Colonel Lefebvre, vous leviez la tête. Oui, je voudrais mettre une petite nuance à ce que dit Gallagher Fenwick. Une chose est vraie, c'est que le développement de missiles balistiques est tardif pour l'Ukraine. Mais l'Ukraine a l'expérience. L'Ukraine a été pendant des années l'un des centres de production des missiles et des lanceurs spatiaux de l'URSS. Et il y a encore du savoir-faire chez les Ukrainiens. Maintenant, il faut voir ce qui se passe aux États-Unis et qui essaime un peu partout dans le monde. Les lanceurs spatiaux se développent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus économiquement. Regardez le succès de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Et donc, un lanceur spatial et un missile balistique, grosso modo, c'est la même chose, simplement le lanceur spatial va satelliser un objet et le lanceur balistique va mettre une charge qui va re-rentrer dans l'atmosphère. Moi, je pense l'Ukraine tout à fait capable techniquement de développer des missiles. Dans quel délai, je ne sais pas dire, mais c'est en mois. En mois ou en dizaines de mois, peut-être. Et le problème, c'est est-ce qu'ils arriveront à temps par rapport à l'échéance de cette guerre. On attend un dénouement à partir du 20 janvier.
à partir de la prise de fonction du président Trump. Et Volodymyr Zelensky a redit d'ailleurs il y a quelques jours qu'il souhaitait la fin de la guerre pour 2025, Nathalie Schrin. Oui, bien sûr, on souhaite la paix. Hein. Nous, on n'est pas du tout, on est pays agressé, on n'est pas du tout, on va en guerre. Hein. Pour revenir à ce que vous disiez effectivement, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs ingénieurs, pendant l'URSS et même les meilleurs généraux, c'était en Ukraine qu'on les trouvait. Hein. On se rappelle quand même qu'on a sauvé, nous, la France, on a sauvé un mathématicien ukrainien qui s'appelait Piouch et qui avait connu le goulag, etc. Donc c'est dire que l'Ukraine a la capacité intellectuelle de produire des missiles et tout ce qu'il faut. Et on l'a vu d'ailleurs dans la production de drones. Voilà, la production. D'ailleurs, on a du mal à les produire puisqu'il y a de moins en moins d'électricité. Et ça aussi, il faut aider l'Ukraine à pouvoir produire tout ça. D'ailleurs, je crois que c'était les Allemands qui avaient voulu créer des usines d'armement en Ukraine. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est. Il ne faut pas oublier que les guerres sont des terribles accélérateurs de développement. Exactement. Les Allemands ont développé les V1 et les V2 à la fin de la guerre et en quelques mois. Oui. Donc, moi, je pense un pays comme l'Ukraine, tout à fait capable techniquement, avec en plus l'aide occidentale, ils n'ont pas de problème pour se ravitailler en circuit imprimé et en différents moyens de développer un lanceur. La seule chose, c'est que les Ukrainiens ne pourront mettre qu'une charge conventionnelle sur la tête de ce lanceur et ne pourront pas dissuader la Russie avec une charge nucléaire. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'en Ukraine, il y a beaucoup d'uranium, de lithium, de l'uranium et tout ce qu'il faut. Donc ça aussi, la Russie a envie de récupérer toutes nos... Là, c'est plus long à développer, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est oui, juste pour revenir un instant sur la menace russe, si vous voulez, donc, puisque, comme vous l'avez dit, Poutine, vous avez cité son allocution où il dit « Je suis en droit de frapper les pays qui autorisent l'envoi de missiles longue portée. » Mais en signe de démonstration, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un missile à portée intermédiaire. Donc ça nous ramène, si vous voulez, au débat fin des années 70, début des années 80 sur le découplage. Parce qu'il est clair qu'en disant « moi je suis en capacité d'avoir des missiles de portée intermédiaire », ces missiles de portée intermédiaire ne peuvent atteindre que l'Europe, et pas les États-Unis. Donc là, je dirais que ça va dans le sens aussi de cette démarche qui consiste à dire nous allons découpler, nous allons parler avec les États-Unis et l'Europe est sous notre menace. C'est ça le message actuel. Et il faut le prendre en considération. Et sachant qu'il ne s'agit pas de dire qu'un missile va frapper Paris dans 24 heures. Mais il s'agit de dire que c'est ce type de menace qu'ils recherchent. Maxime Yeddo, est-ce que vous avez l'impression que justement l'Europe prend conscience de ce message ? Est-ce qu'on arrive finalement à ce sursaut européen, justement ? Le sursaut européen, en tout cas, il est dans les mots. On a vu Emmanuel Macron, la semaine dernière, le président de la République, parler de ce fameux monde entre les carnivores, les herbivores, la volonté peut-être de devenir des omnivores. Je crois que beaucoup de commentateurs, beaucoup d'experts, beaucoup de diplomates se sont réjouis, même si ces mots arrivaient légèrement trop tard. Maintenant, je reprends les mots de François Lecointre, qui est quand même l'ancien chef d'état-major des armées, qui malheureusement voit dans toutes les déclarations européenne, si vous voulez, un sursaut qui, hélas, ne sera qu'éphémère, parce que là, en effet, on a été un peu paniqué pendant une semaine de voir Donald Trump, malgré le fait qu'on l'ait déjà vu au pouvoir, retourner, on va dire, à la Maison-Blanche. Donc, il y a toute une panique, peut-être plus qu'un sursaut. Et je crois que dans les déclarations, notamment les dernières de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, il y a surtout la volonté, si vous voulez, de faire exister la France sur la scène européenne et internationale dans le moment où, l'Europe est en crise parce qu'on voit les dissensions qui existent, en crise parce que les deux moteurs, que ce soit la France et surtout l'Allemagne, sont dans des crises, qu'elles soient économiques ou politiques. Et surtout, on s'aperçoit, si vous voulez, qu'il y a eu de plus en plus, au cours des derniers mois, des dernières semaines, des voix influentes, des voix, que ce soit Thierry Breton, que ce soit Christine Lagarde, que ce soit au sein même de l'Europe, si vous voulez, des voix qui commençaient à s'affoler un peu quand même de, on va dire, l'amoindrissement d'une voix française. Donc je crois que le ministre des Affaires étrangères essaye de la faire exister parce que finalement, de plus en plus, que ce soit le président ou le pays, ne peut exister
impacté qu'énormément que dans cette dimension-là. J'ajoute enfin que quand on parle de plus en plus de défense européenne, la Roumanie hier a commandé, on va dire, un certain nombre de F-35 américains pour la somme de plus de 6 milliards d'euros. Donc vous voyez, quand on parle de défense européenne, là aussi je crois que ce soit davantage un horizon qu'une réalité. Colonel Lefebvre. Alors moi je dirais justement, l'Union européenne a toujours grandi à l'occasion de crises. Et là, on sent bien qu'avec l'arrivée du président Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique vont moins aider l'Europe. Mais à mon sens, ils ne vont pas se sortir de l'OTAN, parce que vous venez de le rappeler, l'OTAN, c'est le meilleur démarcheur pour vendre le matériel américain. Les pays européens qui achètent du matériel américain, dans leur esprit, achètent la sécurité apportée par les Américains. On va découvrir, on commence à le découvrir, les gens qui sont avertis sentent venir, comme les diplomates, ce découplage progressif entre les États-Unis, qui eux ont le regard tourné vers la Chine et vers l'Asie, et l'Europe qui doit enfin se prendre en charge sur le plan de sa propre défense. Ça fait des décennies que l'Europe s'appuie sur les États-Unis d'Amérique pour sa propre défence. Donc est-ce que ça va être une chance? Moi, je crois à la possibilité d'un sursaut et d'une relance de la défense européenne. Il faut. Parce que... Pierre Méda, c'est obligatoire? Ça sera le mot de la fin? Oui, c'est obligatoire, mais le problème, c'est il y a les modalités, effectivement, l'industrie, c'est un élément majeur, l'industrie européenne, mais surtout la volonté. Or, la volonté, quand vous avez les deux grands pays, France, Allemagne, qui sont effectivement dans une période difficile, et par ailleurs, vous avez la nécessité absolue, je le répète, parce que c'est très important, de raccrocher le Royaume-Uni. Donc, malgré le Brexit, vous n'aurez pas de défense européenne sans le Royaume-Uni. Ce n'est pas possible. Et c'est un projet qui nécessite un horizon de moyen terme ou de long terme, mais il faut le bâtir maintenant. Et pour l'instant, on n'a pas commencé du tout.